Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Brahim Leïtous. Bonjour monsieur et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Merci tout d'abord. Je tiens d'abord vous remercier de m'avoir invité sur votre émission et je suis ravi d'être avec vous. Écoutez, le plaisir est pour nous et nous sommes heureux d'avoir aussi des compétences marocaines qui se trouvent à d'autres pays en Europe et notamment la Belgique. C'est pour nous, c'est une fierté, autant que franco-marocain, d'avoir des compétences, d'avoir aussi des gens qui peuvent mettre parmi les premiers sur le capital immatériel du Royaume du Maroc à l'étranger. C'est Brahim Leïtous. Aujourd'hui, on parlera sur la radicalisation et le salafisme, conséquences de la mauvaise gestion de l'islam en Belgique. Ma première question, pourriez-vous nous définir, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que le salafisme ou le chiisme? Oui, tout d'abord, donc il faut revenir un peu sur l'histoire, car donc on utilise souvent le chiisme ou donc le shia, mais j'aimerais, comme je vais vous expliquer, utiliser le mot safawisme. Pourquoi? Parce que safawisme, ça revient de la dynastie qui est construite en 1500, donc ça environ quand même 500 années après, mais c'est une dynastie qui a voulu aller plus loin dans le monde par le chiisme. Donc c'est une idéologie politique, mais en même temps chiite. Et quand on dit chiite, c'est commencé par les problèmes qui sont de succession après la mort du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est depuis là donc que la mort du prophète, que les chiites ont dit que c'est donc les partisans d'Ali qui doivent être à ce statut-là de politique. Et tout à fait. Donc depuis là, on a vu qu'il y a donc une idéologie. J'aimerais bien le définir comme une idéologie qui est quand même qui a comme but de refus les autres, parce qu'il y a une haine, comme vous le savez aussi, parce que nous sommes ici tant que musulmans d'Europe, nous sommes avec un discours qui correspond à notre contexte européen, mais quand on trouve des gens qui comme on les appelle dans la littérature, rawafid, qui font exclure des autres, donc exclut les sunnites, c'est un discours de haine. Et au lors de là, donc on trouve qu'il y a beaucoup de jeunes marocains qui s'il vous plaît, c'est Brahim, parce que vous êtes en train de parler de quelque chose de très important, d'accord? Vous avez parlé d'un discours de haine. Un discours de haine. Oui,
Voilà, justement. Comment vous l'expliquez? Comment vous l'identifiez ce discours de haine? C'est un exemple ou deux. Hein, et pourquoi il est envers les sunnites? Parce que c'est une idéologie, comme j'ai dit, qu'il pense que c'est une lutte contre l'injustice. Et c'est quoi donc la lutte contre l'injustice? C'est vraiment la lutte contre les sunnites. Et pour moi, c'est un discours de haine contre, par exemple, pas seulement contre les califes, parce que ça, c'est historiquement, on peut le discuter, mais aujourd'hui, il y a quand même il y a la loi qui dit quand on donne la libération de s'exprimer et comme religion, il ne faut pas oublier qu'on peut pas, par exemple, laisser les gens sectaristes, parce que comme ça, ce sont c'est une secte qui mobilise et qui fait quand même une déstabilisation entre la société, entre la communauté envers les autres. Donc c'est ça que je veux. Vous avez parlé comme quoi il y a un grand nombre de Marocains qui ont opté pour ce secte, comme vous le qualifiez. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas étudié peut-être la idéologie de cette secte. Hein. Donc nous sommes ouverts que chacun, par exemple, que chacun musulman a la liberté de choisir s'il est un madhab ja'farite ou bien un madhab. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le discours et le sectarisme qui l'en tient et l'exportation des conflits de la pays comme Iran, qui est maintenant aujourd'hui très très actif dans le monde arabe, comme on voit en Liban, en Syrie, en Irak. Et il y a même des jeunes qui sont partis d'ici de Belgique envers la Syrie pour combattre aussi comme on dit, des sunnites. Donc, il n'y a pas seulement ceux qui sont partis d'ici de Belgique envers les Syrie pour être avec Al-Qaïda ou Daesh. Donc, pour moi, ce sont les mêmes. Il y a deux groupes extrémistes, soit que vous êtes, comme on dit, donc, Safawi, ou bien vous êtes extrémiste comme Daesh ou Al-Qaïda. Pour même, c'est très grave et c'est très dangereux pour notre contexte européen ici en Europe. C'est encore plus dangereux, comme vous l'avez bien dit, parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est une révélation et il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que beaucoup de monde ne savent pas ça. Elle parle de Shia et d'une manière simple, sans bruit, c'est-à-dire une façon de pratiquer la religion, ça reste là. Mais là, vous êtes en train de parler d'un sectarisme qui est issu de cette fraction de l'islam, et ce qui est dangereux, c'est qu'il y a beaucoup de Marocains. Et, comme on le sait, la Belgique, il y a une grande population marocaine qui se trouve en Belgique, et les constats qui a été fait, c'est qu'un grand nombre maintenant, ça propage au Maroc, qu'il y a beaucoup de chiites au Maroc. Et là, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, c'est très dangereux quand même. Donc cela veut dire tout simplement, c'est une sonnette d'alarme qui, vis-à-vis de l'Europe, bien entendu, mais aussi vis-à-vis du Maroc, vu que cette dangerosité s'est implantée au Maroc maintenant. Vraiment, oui, c'est absolument. Donc il y a le chiisme et comme vous l'avez dit aussi, il y a maintenant, on peut le nommer ou le dire que c'est un pan-chiisme. Donc, une période après le chiisme, et ça se déroule aujourd'hui dans le monde arabe et aussi ici dans les diasporas des Marocains, ici en Europe et à l'étranger, c'est une volonté de chiites de créer une grande union chiite, pas seulement dans toute la religion de la région proche et Moyen-Orient, mais aussi dans le diaspora pour exporter c'est un vecteur, hein. C'est un vecteur d'exportation. C'est un vecteur d'exportation. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un vecteur d'exportation. Notamment les Marocains, on sait personnellement leur attachement par rapport à leur pays. Sauf que, moi, ce qui m'interpelle, je vous cache pas la vérité, ce que vous êtes en train de dire a été dit par un certain chercheur aussi, qui était parmi les gens qui travaillaient sur l'histoire de l'islam ici en France, M. Abdeltif El Msebr.
Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Ce monsieur, il a parlé du Shia. Il y a des décideurs marocains qui se trouvent sur le sol français et qui les a traités de chiites. Vous voyez, la dangerosité, pour moi, elle est là, la dangerosité. Si c'est réellement ce qu'il dit et ce que vous êtes en train de m'expliquer, mon pays est en danger. Mon pays d'origine est en danger. Et c'est ça mon inquiétude, moi, à titre personnel. Donc, la question qui se pose, alors, pourquoi, et nous sommes parmi les premiers au monde en termes sécuritaires et en termes mukhabarati, comme on dit, qu'on arrive à laisser faire des choses pareilles chez nous? C'est dommage, donc ça dépend de notre éducation. On n'a pas donc des programmes adaptés à notre contexte, comme je lui dis. Donc, on est des années qu'on travaille ici en Europe et notamment en Belgique pour un islam adapté à son contexte. Bien sûr. Parce que si on veut vraiment dans le futur une stabilité, mais aussi que les gens, parce que il y a beaucoup de mesures qui ont été faites pour contre le terrorisme et mais il y a des autres phénomènes comme vous maintenant vous posez des questions sur le sectarisme. Il y a ce danger qu'il est vraiment un danger réel qu'il faut tenir en compte qu'il y a beaucoup de jeunes marocains qui chaque année vont en Iran 600 jeunes pour célébrer la Ashura, donc le martyr de Hussein à Karbala. Et pour moi, c'est pas seulement que on a un problème qu'ils vont à certains pays, mais il revient avec une idéologie de la haine et de sectarisme que les sunnites sont de kuffar parce que ils n'acceptent pas la théorie de wilayat al-faqih. Donc ça veut dire que les imamites, donc les chiites qui sont en Iran, croient que il n'y a aucun régime qui est légitime sauf le régime de l'Iran. Donc comme ça, on créait des rébellies et des révolutions aussi dans notre société et entre les jeunes, et ça donne des problèmes dans l'avenir. Voilà, il y a une question qui s'oppose elle-même. Là, on a bien spécifié les choses. On parle de chiisme, on parle de safouisme, mais on le voit surtout un certain nombre de congrès qui s'organisent à travers l'Europe et même dans le monde. Wahdat al-Madahib, l'union des obédiences, là on trouve les trois. On trouve les chiites, les ikhwan, wa kadalika, al-adl al-ihsan. Comment vous expliquez ça? L'islam politique, je pense pas qu'il y a une place pour un islam politique ici en Europe et même pour garantir la stabilisation dans les pays. Je pense que c'est très dangereux. Et après la révolution arabe, on vient très bien que la politique, l'islam politique, c'est un échou. Donc il faut vraiment l'alternative qu'on a travaillé sur ça. Donc c'est un islam européen. C'est un islam pour le contexte où on vit là-bas, donc dans les pays pour la France et la Belgique. Donc il faut vraiment des gens qui donnent un discours qui est adapté à leur contexte. Nous ne sommes pas contre les chiites comme théologie. C'est pour ça que je me suis dit dans votre choix, dans votre titre, nous sommes contre le Safaouia. Safaouia, ça veut dire la politique idéologique et l'exportation des conflits pour un certain pays pour avoir des bénéfices politiques. Et c'est ça qui est très dangereux. Et en même temps, parce qu'ils sont contre les sunnites comment dire, arabes. C'est ça, c'est pas parce que nous, on a beaucoup des amis qui sont chiites, par exemple, mais ils sont des chiites au niveau individuel, et c'est dans leur vie privée. Oui. Voilà, ils font ça, mais ils ne veulent pas faire la prosélytisme d'un discours qui est politisé, ou bien qu'ils sont en train de recevoir des ordres d'un pays étranger. C'est ça qui est pas acceptable.
Il me reste deux questions, si vous le permettez, qui sont assez importantes pour moi. Donc, la première question, c'est que tout simplement, comme vous le savez bien, les attentats en Europe, les attentats en France notamment, la Belgique a été montrée de doigt, et notamment avec les origines de ces jeunes qui sont venus de la Belgique pour faire des dégâts. Donc, il y a beaucoup de dégâts. Et ma question est simple. Est-ce que le gouvernement belge s'est rendu compte comme quoi il est temps de gérer l'islam en Belgique avec des acteurs musulmans belges pour faire face avec les mêmes armes, avec le même langage, avec la même façon de voir les choses à ces jeunes qui sont déboussolés par des forces étrangères? Évidemment, comme vous l'avez dit, donc j'espère qu'on va connaître une autre période. Donc tout à fait, dans quelques semaines, il y avait donc le niveau de menace était sur numéro 2. D'accord. Donc Une baisse, oui. Le gouvernement fédéral a tout fait au niveau des répressions. Les gouvernements locaux ont fait beaucoup de choses sur la prévention, mais je pense qu'il manque, comme vous l'avez dit, il faut engager des institutions musulmanes pour garantir dans l'avenir que il faut déconstruire ce discours idéologique parce qu'on a la prévention et on a la répression qui font le gouvernement, mais si on pense qu'avec les mesures qu'on a prises, que c'est suffisamment, alors là, c'est faux. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Les mosquées, les institutions, les gens qui sont sur le terrain, ils ont encore beaucoup de choses à faire. Et le début, parce que moi, j'ai un livre qui va être publié dans les jours qui viennent, et concernant comment déconstruire les concepts idéologiques des extrémistes. Hein? Donc, c'est normalement pour les prisons ici en Belgique, parce qu'on a plus que 450 prisonniers de terrorisme ou de radicalisation, mais il ne faut pas seulement penser que les mettre dans les prisons, que ça va donner une solution. C'est non. pas la solution. Donc après, quand ils vont sortir de la prison, il faut vraiment les intégrer dans notre société. Il faut que on se rende compte qu'ils ont d'autres idées envers la société où ils vivent. Et c'est ça le travail qu'il faut faire dans le futur avec les musulmans, avec les jeunes, avec les compétences. Les musulmans de Belgique. Changer oui. Vous avez parlé des musulmans, j'ai dit des musulmans de Belgique et pourquoi pas avec des musulmans d'Europe, des associations, des chercheurs, des gens qui sont actifs dans la vie des associations, surtout sur ce vecteur de culte culte musulman. Voilà. Mais il y a une question qui s'impose avec des réalités, donc avec des réalités. On voit que, on parle du Maroc parce que il y a une forte communauté marocaine qui se trouve sur le sol belge et on a vu comme quoi il y a une implication d'un certain nombre d'institutions et notamment le CCME avec le déplacement de son secrétaire général qui a participé avec une discussion ou bien sur la place Molenbeek, je pense, après les attentats. Est-ce que vous croyez, vous, que aura-t-il d'effet sur les jeunes de la Belgique, donc les jeunes musulmans marocains, surtout en Belgique, avec cette notion de formation des imams qui viennent de l'étranger, avec ces actions qui sont, à mon sens, sont minimes par rapport à l'ampleur de la radicalisation de nos jeunes. Est-ce que le Maroc a fait ou il aura ou bien il a l'obligation de faire encore davantage pour, en collaboration bien sûr avec des associations et avec des chercheurs belges, pour faire face à ce fléau qui porte atteinte bien sûr aux Marocains, mais aussi qui porte atteinte au Maroc à travers l'image sur le Maroc? Évidemment, il y a encore du travail à faire, comme je lui dis, mais il faut quand même voir dans l'histoire, donc comment ça se fait que les jeunes
ne sont pas avec nous, qu'ils ne sont pas sur le terrain avec nous. Donc il y a quand même une évaluation qui doit s'être faite. Cette évaluation, elle n'était pas faite dans les années passées. Avec les institutions marocaines. Oui. Donc, il faut vraiment avoir une évaluation et encore y avoir une table ronde comme quoi avec les gens qui sont ici donc sur le terrain, qui travaillent des années sur le thème. Et je pense que ça, c'est un défi de voir est-ce que ça va changer. Il y a un modèle marocain, bien sûr, qui est malikite et qui est très modéré, un islam qui est connaît au niveau de monde, j'ai mentionné cet modèle-là dans mon livre aussi, mais le travail doit être concrétisé. Donc concrétiser, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir des programmes. Ça suffit pas d'avoir seulement des actes symboliques, des slogans, quelque chose comme ça, ou bien à l'occasion de Ramadan. Donc ça ne suffit pas. Ça a été pas travaillé. Donc dans le futur, si on veut vraiment faire un travail professionnel, il faut changer la manière de travail. C'est la même. C'est Brahim, c'est la même conclusion qui a été faite par-ci, par-là, comme quoi il est temps de revoir cette feuille de route pour la gestion de l'islam, notamment marocain à l'étranger. Et il est temps parce que on le voit, on voit la faillite. La faillite, ça se voit avec le nombre de kamikazes, le nombre des délinquants terroristes qui sont d'origine marocaine. Il n'y a pas une honte de le dire, c'est une vérité, tout le monde en parle. Il est temps que les choses se prennent autrement par des personnes ou par d'autres personnes, donc parce que là, il y a urgence et urgence notoire. Je tiens à vous remercier infiniment, Ibrahim Liatous, et je vous dis à très bientôt. Barakallahu fik. Merci à vous de m'avoir donné cette occasion. Merci. Merci à vous, monsieur. À très bientôt. Au revoir. Merci. Salam alaikum. Salam, monsieur. Arc-en-ciel, la chronique.